Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rendez-vous du Futur, une émission très spéciale puisque une émission qui va nous chambouler un petit peu aux entournures, une émission qui va nous confronter à notre confort quotidien, à notre concentré de métaux rares qu'on a tous dans la poche, une émission qui va nous rappeler que le numérique n'est peut-être pas la solution à tout, en gros. Cette émission, évidemment, comme depuis quasiment 10 ans, est préparée avec les équipes de Triple C, JD Carré. Merci au Cube également pour ce partenariat depuis si longtemps. Vous n'oubliez pas, c'est en partenariat aussi avec vous, puisque vous, avec le hashtag RDVF, vous avez ce pouvoir du partage, le pouvoir de poser des questions. Je les reçois ici et je suis l'interface. Je les pose à nos invités, à notre invité. Vous connaissez Charlie ? Bonsoir. Bonsoir Charlie. Mais vous ne connaissez peut-être pas totalement Hugues Verboeuf. Bonsoir Hugues. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors j'ai une coutume, présenter nos invités de manière très très succincte. En général, je reprends le profil Twitter. Là, je passe à autre chose. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc je suis allé sur LinkedIn, c'est pas mal. Au moins c'est un peu plus long. Alors, Hugues, vous êtes entrepreneur, consultant en ingénierie et management des transitions. Vous êtes directeur associé de Virtus Management et directeur de projet au Shift Project. Shift Project, donc présidé par Jean-Marc Jancovici ou cofondé par Jean-Marc Jancovici, que nous avons reçu il y a quelques mois ici au Rendez-vous des Futurs. Et alors, je vous ai contacté avant l'été, on se dit tout. Je vous ai contacté avant l'été parce que je voulais qu'on discute du rapport que le Shift Project a sorti, du rapport que vous avez piloté pour une sobriété numérique. Un rapport saisissant parce que c'est un rapport qui nous chamboule un peu quand même. J'imagine c'était l'objectif. C'était l'objectif. Est-ce qu'on peut dire que ce rapport, donc je vous encourage évidemment, plongez-vous dans ce rapport, il y a même une version expurgée pour les décideurs. On est tous décideurs. On est décideurs de notre quotidien et de notre consommation. Donc regardez d'abord peut-être cette version expurgée, puis après ça vous donnera envie vraiment de vous plonger dans le rapport. Il y a un tas de chiffres saisissants évidemment. Là, comme ça, quelques chiffres. 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est la consommation numérique, c'est ça ? À peu près. À peu près. Oui, c'est ça. C'est que on est tellement sur des proportions gigantesques qu'on est obligé d'être parfois d'arrondir les chiffres. Oui, on est obligé d'arrondir et en même temps, c'est un chiffre qu'on n'est pas capable de mesurer aujourd'hui. Donc c'est une évaluation qui est basée sur plusieurs modèles. Mais c'est pour ça que je vous dis environ 4%. Environ 4%. Du coup, on peut rentrer directement dans le vif du sujet sur la méthodo. La méthodo, vous vous êtes entouré, vous n'avez pas fait ça tout seul, vous vous êtes entouré d'experts sur des métiers complètement différents les uns des autres. Ça, c'était évident, c'était fondamental au début pour que ce rapport soit sérieux. Oui, en fait, au sein du Shift Project, on s'est intéressé à cette thématique. Donc peut-être un mot sur le Shift Project. Donc c'est un think tank effectivement créé par Jean-Marc et qui s'est donné pour mission d'éclairer les choix qui sont à faire pour passer dans une économie décarbonée. Et donc dans les choix qui sont à faire, on a essentiellement les choix politiques et les choix économiques, sachant qu'évidemment ces choix ont des conséquences sociales et sociétales. Donc, au sein du Shift Project, on était conscient de la croissance très forte du numérique, et donc on s'est posé la question de savoir s'il y avait un impact environnemental important ou pas. Et on a commencé donc par s'entourer de gens qui avaient travaillé sur la question depuis, pour certains, une quinzaine d'années. Et on a fait venir également pas seulement donc des gens, des tenants des sciences dures, mais aussi des tenants des sciences molles, comme on dit. Donc par exemple des philosophes, des sociologues, pour essayer de comprendre ce à quoi on faisait face. Et alors, qu'est-ce qu'on évalue ? On évalue d'un côté cette histoire en fait de métaux lourds du côté de nos outils, les téléphones, les ordinateurs et tout ça. Et puis de l'autre côté, ce qui touche plus à la consommation de données. C'est ça les deux grands champs de notre consommation numérique ? Alors c'est un peu plus vaste que ça. On a essayé de déterminer
l'empreinte environnementale du numérique. Donc là-dedans, il y a plein d'aspects différents. Il y a l'aspect, tout d'abord, consommation d'énergie, j'y reviendrai, parce que finalement, il est fondamental et je trouve que souvent, on n'en parle pas assez. Il y a l'aspect donc émission de gaz à effet de serre, mais il y a également les aspects consommation d'eau, pollution des sols, consommation des ressources abiotiques, et notamment les métaux rares, etc., etc. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces impacts environnementaux, ils se produisent à plusieurs phases de l'écosystème. Donc au moment où on produit les équipements, au moment où on les utilise et au moment où on ne les utilise plus, et donc où souvent ils arrivent dans des décharges sauvages. Donc ensuite, ce qui agit sur cette empreinte environnementale, c'est un certain nombre de choses. C'est la façon dont on consomme les équipements, c'est aussi la façon dont on les produit, quelle technologie on utilise, et surtout, c'est de quelle volumétrie on parle. Aujourd'hui, il y a quasiment 5 milliards de smartphones utilisés dans le monde. C'est clair que l'empreinte environnementale elle est plus forte que s'il y en avait 500 millions. Oui, et alors effectivement, le fait d'insister sur la consommation énergétique, c'est un point primordial parce que c'est croissant. C'est que ça n'en finit plus. Là, on va rentrer dans l'ère, on y est plus ou moins, dans l'ère de la 5G, dans l'ère des objets connectés partout. Tout est connecté. Il y a même un bikini connecté qui est sorti. C'est de plus en plus compliqué déjà à suivre, mais j'imagine à mesurer aussi. Oui, donc la consommation d'énergie, c'est très important. Ce qui est clair aujourd'hui, et pour tous les scientifiques, mais je trouve qu'on ne le dit pas assez dans les médias, c'est qu'on n'arrivera pas à combattre le réchauffement climatique et donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre sans stabiliser, voire faire décroître notre consommation d'énergie. Et ça, on peut tourner l'équation dans tous les sens. Beaucoup de gens ont essayé. Il est clair que si on est sérieux dans nos initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la première chose à faire, c'est de comprendre comment on peut consommer moins d'énergie. Et surtout déjà commencer par ne pas en consommer de plus en plus. Et donc dans le cas du numérique, c'est particulièrement vrai. Or, la consommation d'énergie qui est liée au numérique aujourd'hui, elle augmente d'environ 8 à 9% par an. C'est cette question en fait de sobriété énergétique, c'est ça? C'est l'idée en fait de changer, changer les usages, changer même, j'ai envie de dire, ou là plus loin en fait, c'est d'inciter certains acteurs opérateurs à changer même les services. Alors la sobriété, ça peut être une solution, mais il faut déjà partir des faits. Les faits, c'est que la consommation d'énergie qui est liée au numérique, elle augmente de 8 à 9% par an. Donc ensuite, il est clair que la technologie a changé. Ça veut dire que les émissions carbonées qui sont liées au numérique augmentent d'environ également 8% par an. Donc c'est clairement un problème, puisque aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait que dans les 10 ans qui viennent, on diminue par 2 nos émissions annuelles de gaz à effet de serre. Donc ça, on n'y arrivera pas en augmentant tous les ans de 8%. C'est la palisse qui vous parle. Et ça s'explique par une inflation des ventes de smartphones, des objets connectés partout, la consommation de vidéos en ligne. Alors ça s'explique par un double phénomène, et j'arriverai ensuite à la sobriété, mais je pense qu'il faut expliquer pourquoi. Il y a un double phénomène. Il y a d'abord un phénomène qui est très très vertueux, qui est le fait que tous les ans, on produit de nouveaux équipements qui sont capables... Alors, il y a deux façons de dire les choses, qui sont capables de faire la même chose que les anciens en consommant moins d'énergie, ou qui sont capables de faire beaucoup plus de choses que les anciens en consommant le même volume d'énergie. Et donc ça, c'est très vertueux, puisque théoriquement, ça nous permet d'envisager une réduction progressive de la consommation d'énergie. Mais, en même temps, il y a un autre phénomène qui, lui, n'est pas du tout vertueux, qui est le fait que la croissance des usages,
quand je dis usage, il faut comprendre à la fois l'utilisation des équipements et des services, mais également les achats d'équipements, parce que l'usage, il commence au moment d'acheter. Bien, cette croissance des volumes, elle est beaucoup plus forte en fait que l'augmentation de l'efficacité énergétique des équipements dont j'ai parlé au départ. Ce qui fait que aujourd'hui, certes, tous les ans, on a des équipements beaucoup plus efficients d'un point de vue énergétique, mais comme on se met à les utiliser et à en acheter toujours beaucoup plus, eh bien, le bilan, c'est que finalement, la consommation énergétique augmente. Et on en est où alors justement en termes d'équipement aujourd'hui? Par exemple, pour un smartphone, c'est un produit qui est changé tous les 2 ans, tous les 3 ans. Je crois que dans le rapport, vous aviez 2 ans en donné moyenne. des informations là-dessus. Alors aujourd'hui, alors ça a un peu tendance à augmenter, mais en 2017, les smartphones étaient changés en moyenne en France tous les 18 mois. Ah oui, donc c'est moins de 2 ans. Et on peut regarder en Europe, ça tourne entre 18 mois et 21, 22 mois. Sachant, juste je rebondis sur le smartphone, parce que ça je l'ai vraiment appris en lisant ce rapport, 90% de la consommation énergétique du cycle de vie sur un smartphone, donc si on considère qu'il vit 2 ans, il est fait dès l'achat finalement. Avant l'achat, il est déjà fait. Absolument. Par l'extraction, par la production. Absolument. Et là, il y a une règle empirique qui existe, qui est en fait que plus un équipement est petit et plus en fait la part de la consommation d'énergie qui est due à sa production va être importante. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est très petit, il va consommer peu pendant sa phase d'utilisation. Mais en fait, pour qu'il soit petit et en même temps qu'il sache faire beaucoup de choses, eh bien, on a besoin d'y mettre beaucoup de choses et d'y mettre de façon très miniaturisée. Et ça consomme énormément d'énergie, surtout quand on a recours à de plus en plus de métaux différents, donc dans des concentrations de plus en plus faibles. Et ces métaux, il faut aussi aller les chercher. Ouais. Avec l'impact humain, l'impact écologique, bien sûr, et l'impact de pénurie à plus ou moins moyen terme, là, maintenant. Oui, alors ça, c'est pas tout à fait un problème environnemental, mais ça peut devenir un problème économique, voire géopolitique, puisque effectivement, pour un certain nombre des métaux qui sont utilisés dans les smartphones, ou plus généralement dans l'électronique, eh bien la consommation de ces métaux a énormément augmenté ces dernières années. Donc on est en train d'épuiser rapidement les ressources identifiées. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas dans le manteau terrestre, mais d'une part ça veut dire que probablement ils sont moins accessibles que ce qu'on a jusqu'à présent utilisé. Ce qui veut dire donc qu'il faudra utiliser plus d'énergie pour aller les chercher. Et puis d'autre part, pour un certain nombre de métaux, tout simplement, on approche probablement des pics de production d'ici 10, 20, 30 ans. Donc il y a vraiment une responsabilité. Et là, ça me fait vraiment penser à ce thème de l'éducation, justement. On n'est pas éduqué à ça, on ne le sait pas, ça, si on ne s'y intéresse pas, tout du moins, si on ne fait pas l'effort de s'y intéresser. Donc c'est ce partage de cette information qui est fondamental maintenant. Oui, même je dirais, avant d'en arriver à l'éducation, il faudrait déjà qu'il y ait un minimum d'information. Ouais. Parce que, et ça fait vraiment partie de la description du problème de la relation du numérique et de l'environnement, c'est que cet impact environnemental de ces petits objets, il n'est pas du tout intuitif. Il n'est pas du tout intuitif parce que on ne voit pas les ressources qu'ils consomment. Et d'autre part, il y a une part croissante en fait de la chaîne technique qu'on utilise que l'on ne voit plus du tout. Vous connaissez tous les expressions, les services cloud. Hein. On met nos photos dans le cloud, donc en fait, on ne sait pas où on les met. Et on ne visualise pas en fait la quantité de moyens technologiques que l'on mobilise pour faire ça.
Je dis ça parce que lorsqu'on mettait nos photos dans notre ordinateur chez nous, on voyait bien qu'au bout d'un certain temps, le disque était plein et donc il fallait racheter un disque dur ou une extension, etc. Et donc on avait une conscience limitée, mais quand même existante, des conséquences de notre augmentation de consommation. Aujourd'hui, le fait qu'une partie croissante de l'écosystème numérique, finalement, en termes d'infrastructure, nous soit cachée, a pour conséquence que on perd totalement prise avec la réalité technique qui est derrière. Comment informer alors sur cette question-là, pour rebondir sur la question des lois? Est-ce que c'est déjà là, en vous écoutant, et là déjà c'est déjà sans doute une première étape. Est-ce qu'il y en a d'autres et est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à une idée ou une logique de certification ou de labellisation, comme voilà, en fait aujourd'hui en matière d'électroménager, on a des informations sur la consommation d'un réfrigérateur. Est-ce qu'un jour peut-être il faudrait qu'on ait pareil un indicateur lorsqu'on va acheter un téléphone, savoir c'est A, B, C, D, et donc du coup il a un poids. Oui, enfin, je crois qu'il y a deux niveaux de conscience. Et je pense que le plus important, c'est déjà de réaliser que, en gros, un smartphone comme ça, c'est 100 kg de dioxyde de carbone. Et ça, c'est l'ordre de grandeur. Ensuite, vous allez en trouver qui en représentent peut-être 60 et d'autres qui en représentent 130. Mais l'ordre de grandeur sera toujours le même. Et donc ensuite, c'est clair que c'est mieux d'acheter un smartphone qui pèse 60 kg de carbone plutôt que celui qui pèse 130. Mais ce qui va être véritablement important, c'est de prendre la décision d'en racheter un ou pas. Donc cette nécessité d'information, je dirais, avant d'en venir à discriminer de façon fine en fait, les différents équipements qui sont sur le marché, elle doit déjà intervenir, cette prise de conscience, sur les ordres de grandeur et sur le fait de se dire, lorsque je regarde une vidéo de 10 minutes en streaming sur mon smartphone, eh bien, c'est comme si j'utilisais un radiateur électrique de 1 kW pendant 1 heure. Et pour ça, il faudrait des petits outils. Il faudrait un petit outil sur son navigateur. Alors, il y a le Shift Project a développé quelque chose. Alors, on a développé un prototype, mais effectivement, il serait très simple, et à la limite, ça pourrait être rendu obligatoire, de faire en sorte que sur chaque smartphone, on ait une petite application qui vous informe à la fin de la journée sur votre bilan carbone de votre utilisation. Pas compliqué à faire. Et on pourrait également avoir la même chose sur les box fournies par les opérateurs, un petit compteur carbone de votre utilisation numérique. Je pense que ça, techniquement, c'est tout à fait faisable, avec sans gros investissements. Et ça participerait grandement à cette prise de conscience. Maintenant, on ne va pas non plus attendre que les industriels se lancent dans ces innovations, surtout qu'à court terme, ils ne vont pas forcément considérer que c'est leur intérêt. Par contre, il pourrait très bien y avoir des campagnes d'information, passant par différents médias, mais y compris impulsées par les pouvoirs publics, qui permettraient aux gens d'avoir plus conscience des conséquences de leurs actes numériques. Oui, mais là, c'est là où il y a une sorte d'injonction paradoxale globale, puisqu'on nous incite effectivement de plus en plus à croire que la 5G, c'est formidable et c'est partout, à croire à tous ces objets autonomes et connectés, et à adhérer à ce récit ultra numérique, ultra sophistiqué. Et en même temps, on va pas. Donc, il y a ce paradoxe entre cette vision-là, ce récit où tout est fait pour qu'on adhère, Startup Nation, et l'autre récit en face, qui devrait au contraire nous sensibiliser à cette consommation, au bilan carbone, au low-tech. Oui. Alors, moi, j'ai pas tout à fait le même positionnement que Philippe Biwix. Je suis pas, et très volontairement, on n'a pas employé le terme low-tech dans notre rapport.
Parce que, en fait, je pense qu'il faut continuer les développements technologiques, mais il faut en quelque sorte les contraindre à se produire de telle façon à ce qu'ils rendent le numérique plus vertueux. En parallèle de ça, on a beaucoup employé, d'ailleurs c'est le terme, le titre du rapport, on a beaucoup employé le mot de sobriété. Sobriété, ça ne veut pas dire abstinence. Donc on n'a jamais dit qu'il fallait arrêter le numérique. On dit simplement qu'il faut juste prendre conscience de notre consommation numérique et la réguler un petit peu. De la même façon que c'est très agréable de boire du vin, mais on sait bien qu'il vaut mieux ne pas boire plus d'un verre, 2 verres, ça dépend de qui on consulte. Mais en tout cas, on sait que si on augmente d'un verre tous les ans, au bout de quelques années, on ne sera pas en excellente santé. L'abus de numérique nuit gravement à la planète, par exemple. Exactement, exactement. Et donc, il s'agit simplement, par cette démarche de sobriété, de ramener en fait la croissance de la consommation à un niveau qui est suffisamment faible pour qu'il soit absorbé par les gains d'efficacité énergétique des équipements. Ce qui veut dire concrètement, au lieu d'avoir une croissance de volume de données échangées de l'ordre de 30 à 35% par an, il faudrait descendre à 15 à 20%. 15 à 20%, c'est un taux de croissance qui ferait rêver de toute façon 99% des secteurs économiques. Donc, ce n'est pas non plus dramatique que de ramener cette croissance des usages à un taux un petit peu plus raisonnable. Donc, il s'agit bien de sobriété, il ne s'agit pas d'abstinence, et il s'agit en fait probablement également de se creuser un peu la cervelle pour inventer des usages numériques qui ont, au fond, plus de valeur ou d'autres personnes diraient plus d'utilité que les usages qui aujourd'hui sont les principaux responsables de la consommation énergétique sur le numérique, c'est-à-dire essentiellement des vidéos de loisirs. Aujourd'hui, les petits chats sur Facebook ou d'autres petits chats moins sages, c'est 80% de la croissance du trafic. Donc là, on parle de toute la vidéo en ligne, c'est ça? Alors, dans la vidéo en ligne, oui, il y a quasiment les 3/4 de la vidéo en ligne qui sont de la vidéo de loisirs. Donc, dont la consommation se fait aujourd'hui en mode streaming, c'est-à-dire que chacun peut regarder ce qui lui plaît à tout le moment et n'importe où. C'est clair que c'est un confort considérable. C'est un confort qu'il faut maintenant apprécier par rapport à l'inconfort que l'on crée en ne jugulant pas le réchauffement climatique. Oui, ça nous interroge sur ce confort, effectivement, que l'on a tous. Et sur cette consommation immédiate qui fait qu'on vit dans un monde où, en un claquement de doigts, on a le monde qui est livré à domicile. Mm-hmm. Et toutes les vidéos possibles de chats ou pas. Oui, et alors pour revenir à ce que la question que vous aviez posée, oui, mais quid, comment peut-on faire ça alors que par ailleurs, on nous explique partout que il faut être une startup nation et puis que quelque part, le numérique c'est la croissance et la croissance c'est le numérique. Je pense que pour le numérique, comme pour d'autres secteurs, il faut sortir de l'idée que le mieux, c'est forcément le plus. Et donc, ce qui est intéressant, il y a un sondage qui a été fait par Greenflex il y a une quinzaine de jours sur les désirs, les habitudes de consommation, en fait, non seulement des Français, mais dans un certain nombre de pays d'Europe. Et on voit pour la première fois depuis des années que les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que aujourd'hui, plus de 60% des gens disent que consommer mieux, c'est bien, mais c'est pas suffisant, et qu'il va falloir s'organiser pour consommer moins. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il va falloir redéfinir la notion de valeur perçue
puisque ce que le consommateur va vouloir valoriser, ça n'est pas forcément quelque chose qui fait toujours plus, c'est quelque chose peut-être qui va être plus durable, qui va être plus utile, et en quoi il aura plus confiance, quelque chose qui ne sera pas soumis, par exemple, à l'obsolescence programmée. Oui, moi j'ai l'impression que c'est comme autrefois on disait Arte, tout le monde adore et tout le monde veut Arte, mais personne ne regarde. Là, tout le monde est évidemment d'accord avec tout ça quand on leur donne les quelques éléments d'info. Euh, mais en même temps, beaucoup de gens participent à la venue des containers avec des tas de gadgets Tout bidons à à fait. l'intérieur. Je dis simplement, là, c'est ce que les gens disent. Maintenant, C'est ça. il faut passer aux actes. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est l'inflexion de la tendance. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit des gens qui disent que ils veulent consommer moins. Et quelque part, ils souhaiteraient dans un système qui ne les incite pas à consommer toujours plus. Est-ce qu'on peut faire justement des rapports ou des corrélations avec d'autres domaines? Là, on parle beaucoup de consommation numérique, mais donc ça appelle aussi la question de la consommation éthique et responsable. Quand sont arrivés en fait sur le marché de l'alimentation des produits et des marques qui se voulaient, alors en tout cas oui, oui, consommer mieux, plus responsable. En tout cas, est-ce que vous avez noté des comparaisons, des points communs, des différences avec, on serait finalement, nous, enfin, dans cette idée de consommation numérique, au tout début de cette prise de conscience de la consommation de biens courants responsables? Oui, moi j'aime assez en fait cette analogie et j'y recours assez régulièrement lors des conférences que je fais. Euh, Ce qui s'est passé quand même, si on regarde les changements de comportement alimentaire, le fait que maintenant tout le monde veut acheter des œufs des œufs de poule élevés en plein air et non pas en batterie, etc. Bon, ça s'est fait parce qu'il y a eu pas mal de reportages, d'informations, etc. Et c'est ça qui a provoqué un déclic qui a fait que la demande a brutalement basculé. Très concrètement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu la même chose. Hein, c'est à provoquer ce déclic. Et je reviens sur le cas des fournisseurs et des industriels. Je disais tout à l'heure, à court terme, ils ne verront pas forcément leur intérêt de jouer la transparence et de jouer en fait, l'augmentation de la valeur environnementale de leurs produits. Mais je suis assez confiant dans le fait que tôt ou tard, il va y avoir un renversement des comportements de consommation et bien, les gagnants de demain seront ceux qui auront anticipé ce mouvement et qui auront évolué à la fois leurs produits mais aussi leur business model dans un sens qui correspond à cette nouvelle demande venant du consommateur. Je pense que tout au début, enfin, c'est une observation personnelle. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Je suis allé sur un site internet et pour la première fois, on m'a indiqué sur le site internet qu'il était en cours de mise à jour et que l'idée, c'était de mettre sans doute moins d'informations, ou en tout cas de photos ou de vidéos pour avoir un impact numérique plus faible. C'est le site internet du Le Tech Lab dont on a interviewé Corentin de Châtel-Perron dans une autre émission. Et j'ai été très surpris de voir qu'il y a un premier pas aussi pas de consommateurs, mais d'acteurs qui donnent de l'information et qui en partagent. Donc là, il y a un tout début de prise de conscience par certains acteurs. Là, on n'est pas sur des gros opérateurs, hein, bien sûr, mais à tout début, peut-être. Oui, et là, vous citez un site dont les promoteurs ont un niveau de conscience écologique quand même largement au-dessus de la moyenne. Donc, c'est très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Et c'est pour ça que je parle beaucoup de consommation et d'inflexion de la demande, parce que je pense que la solution, s'il y en a une, viendra de cette modification de la demande. Parce que du côté des fournisseurs, aujourd'hui, les écosystèmes numériques sont dominés par les GAFA essentiellement, pour ce qui nous concerne. Or, leur modèle d'affaires, il est basé sur une maximisation
de l'audience et d'une maximisation du temps que les gens vont passer sur leur site. Le recours massif à la vidéo, c'est un des moyens de garder les gens le plus longtemps possible. Donc, je ne pense pas qu'ils changent d'eux-mêmes leur modèle d'affaires, et ils ne le feront, ou d'autres prendront leur place, si et seulement si la demande change suffisamment et qu'il y a une désaffection par rapport au modèle qu'ils proposent. Donc s'il y a vraiment une pression citoyenne, moi je pense à cet exemple que j'ai lu dans le rapport aussi. Alors on parle de l'américain, toujours l'américain moyen, on ne doit pas en être très très loin, mais là ce sont des chiffres qui sont saisissants. Un américain qui consomme, il a 10 devices, donc 10 écrans, 10 outils chez lui, et il consomme 140 gigaoctets de data par mois. Un Indien, lui, il a un seul device et il en consomme 2 gigas. Cet Indien-là. Donc l'Américain, il peut-être y avoir une inflexion de sa part. Et encore une fois, nous, le Français, on n'est peut-être pas très loin, donc on va pas... Mais il peut y avoir une inflexion si on est informé, si on a les éléments du choix. Mais l'Indien, lui, il va vouloir consommer de plus en plus. Les pays en voie de développement, c'est un vrai thème. Oui, alors là, on aborde une question qui n'est pas spécifique au numérique. Hein. Je crois qu'il est... on ne trouvera pas de solution planétaire qui ne permette pas un rapprochement des niveaux de vie et des niveaux de développement, c'est clair. Et donc ça veut dire en partie qu'il faut admettre que les pays en développement vont avoir le droit de consommer plus d'énergie que nous dans les 20 ans qui viennent. Mais l'autre point, c'est que fondamentalement, ce que peut vouloir un Indien ou un habitant de ces pays, c'est effectivement de pouvoir rapprocher son mode de vie de modes de vie qu'il pense bien meilleurs que le sien. Et c'est là où la responsabilité des pays développés est particulièrement importante, parce que si nous parvenons à infléchir suffisamment notre mode de vie vers quelque chose qui est plus durable, bien assez naturellement, ça deviendra le modèle que d'autres voudront imiter. Et à ce moment-là, on a peut-être une chance, malgré l'augmentation démographique, de rester plus ou moins dans les clous. Par contre, si on continue tous à imiter un modèle qui est en fait le modèle américain, eh bien, fatalement, il ne faudra pas s'étonner que les 3 milliards de personnes qui aujourd'hui ne sont pas dans cette situation fassent tout ce qu'ils peuvent pour le devenir le plus tôt possible. Et à ce moment-là, je dirais, le scénario des 7 degrés en 2100 est sans doute en dessous de la réalité. Le rapport, sa réception s'est passée de quelle manière par les opérateurs, par les politiques? Alors d'abord, la réception par les médias a été excellente, et bien au-delà de ce à quoi nous sommes habitués, Shift, et bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer, et ceci à la fois en France, mais également à l'étranger, puisqu'on a diffusé une version anglaise du rapport au mois de mars, et on a eu énormément de sollicitations de médias, y compris de médias indiens d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, contrat plus que rempli. Du côté, je dirais, des politiques, l'accueil au départ a été, discret. Mais on note une inflexion notable depuis cet été. Alors, ça peut être dû à d'autres facteurs, ça peut être dû au fait que le rapport, compte tenu de ses retombées médiatiques, a commencé à faire des vagues. C'est dû aussi au fait qu'il y a d'autres personnes que nous qui travaillent sur ce sujet et qui diffusent également des documents de qualité.
Donc là, je dirais, la prise de conscience se fait lentement. Je dirais qu'elle se fera d'autant plus vite que la prise de conscience de la population se fait vite. En ce qui concerne les fournisseurs, je crois qu'ils sont tiraillés entre l'obligation qu'ils ont de respecter, d'atteindre les objectifs qu'ils ont promis à leurs actionnaires, objectifs de rentabilité, de développement, et puis le fait que quelque part ils savent que notre constat est assez justifié. Mais il faut aussi, je dirais, se mettre à leur place. Aujourd'hui, aucun acteur de l'écosystème ne peut prendre le risque de bouger tout seul et de prendre brutalement une direction qui, à court terme, le mettrait en situation difficile par rapport à son concurrent. Et donc, c'est là où la responsabilité des pouvoirs publics, qu'ils soient français, européens ou internationaux, est importante. C'est que c'est à eux de donner le cap et d'afficher la vision de quel est l'écosystème numérique que nous voulons, par exemple, à 5 ans, 6 ans. Et je dirais que ça serait plutôt plus facile à faire en Europe qu'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, les règles de l'écosystème qui prévalent ont abouti à la constitution de monopoles qui sont américains et chinois, et à un appauvrissement de l'industrie européenne. Donc nous avons tout intérêt, y compris d'un point de vue économique, géopolitique, industriel, à changer les règles du jeu et à définir un écosystème numérique qui soit d'emblée durable. Oui, mais c'est vrai que ça peut laisser songeur aussi, parce qu'effectivement, on a tout vu venir et on a tout laissé venir. Les GAFA, on les a laissés s'installer. La souveraineté numérique européenne, il n'y en a plus beaucoup, voire pas du tout. On a quelques licornes, on a quelques hébergeurs très très importants, en France notamment. Mais ça laisse un peu songeur quant à la capacité de réaction, en gros. Parce que là, il faut qu'elle soit à court, voire moyen terme, mais pas plus. Ah ben, il faut que tout ceci se formalise dans les 2 ans qui viennent, oui. Puisque, encore une fois, nous luttons contre le temps. Donc, ce qui compte, c'est pas seulement d'aller dans la bonne direction, c'est d'y aller au bon rythme. Juste un dernier sur l'international, justement. Vous êtes en lien avec... vous travaillez, je ne sais pas, avec le GIEC, par exemple, ou avec l'ONU, avec des organismes où c'est en projet, ça? Alors, l'ONU, non. On est aujourd'hui en contact avec d'autres think tanks européens, que ce soit en Allemagne, dans des pays scandinaves, en Espagne, pour monter une action coordonnée, notamment vis-à-vis de la nouvelle Commission européenne. Et donc ça, c'est vraiment la priorité actuelle, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a d'autres intérêts sur lesquels on peut s'appuyer en Europe qui peuvent aider à cette transformation de l'écosystème numérique. Ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis, c'est clairement pas le cas en Asie, et donc c'est clairement la priorité. Le rapport du Shift sur la sobriété numérique, il faut aller voir. Vous allez sur le site du Shift Project ou sur le site des Rendez-vous du Futur, et on vous en dit un petit peu plus. Par contre, il faudra choisir parce qu'il faut limiter sa consommation. Aller sur le rapport, aller directement sur la page du rapport sur le site du Shift Project. Il y a des petites recommandations aussi. Et moi, j'étais assez surpris parce qu'elles font même pas mal quelque part. Enfin, je caricature un peu, mais j'en cite quelques-unes. Privilégier les plateformes de partage plutôt que pour éviter de faire trop de mails. C'est vrai que le mail qui dit bien reçu, on peut le voir sur les plateformes. Privilégier dans les entreprises notamment d'avoir un seul téléphone et pas deux, le pro, le perso. Parce que maintenant, il y a des téléphones avec 2 cartes SIM. Ça, c'est sympa. Ça veut dire que les opérateurs commencent à comprendre aussi qu'on peut, jouer perso. C'est moins lourd dans la poche aussi. Et c'est moins lourd dans la poche et moins lourd pour la planète. Et puis après, c'est allonger les durées de vie de ces équipements. L'ordinateur, actuellement, c'est 3 ans en moyenne. Il faudrait idéalement le passer plus à 5 ans. Le téléphone, et ça, j'étais un peu surpris parce que on parle de effectivement un peu moins de 2 ans durée de vie moyenne, mais là, il faut le passer à 3 ans et demi. Là, pour le coup, ça me laisse perplexe sur
sur cette capacité que nous pouvons avoir. Déjà parce que parfois les batteries s'arrêtent au bout de 2 ans et demi. Ben oui, mais alors là, on touche je un ne sais pas si on a une minute pour en parler. Une minute, oui. On touche le problème de l'obsolescence programmée et de la réparabilité. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 4-5 ans, on pouvait extraire la batterie de notre smartphone, en acheter une, la remplacer, même quelqu'un de pas très doué arrivait à le faire. Aujourd'hui, c'est plus possible. Sauf avec le Fairphone. Oui, mais enfin, le Fairphone, c'est un produit, c'est très très bien. Mais malheureusement, par rapport aux 1,5 milliard de smartphones qui sont vendus tous les ans, c'est peu de choses. Les 150 000 Fairphone, oui, ça pèse pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous signalez la batterie. Oui, il y a une bonne partie des raisons qui font qu'on décide de changer de smartphone, c'est parce que la batterie est à plat, qu'il faut payer 100 ou 120 euros pour faire changer les batteries, et qu'on voit des offres chez les opérateurs qui nous disent qu'en se réengageant pendant 2 mois, on peut avoir le nouveau modèle qui fait papa-maman pour 1 euro. Donc on n'hésite pas et on laisse tomber le smartphone qui a 1 an et demi. Donc il y a un premier problème qui est clairement un problème de réglementation, de régulation, qui est simplement d'obliger les constructeurs à vendre des appareils qui ont un indice de réparabilité suffisant. Et je pense que c'est d'ailleurs plus ou moins abordé dans la loi sur l'économie circulaire qui était récemment discutée. Donc ça c'est un premier point. Et deuxième point qui est plus compliqué, c'est les systèmes d'exploitation des smartphones évoluent rapidement. À chaque mise à jour, en fait, la taille consommée par le logiciel d'exploitation est de plus en plus importante. Et au bout d'un moment, eh bien, le processeur qui équipait vos smartphones ne devient plus assez puissant, ou la mémoire vive n'est plus assez grosse pour que votre utilisation du smartphone soit encore confortable, c'est-à-dire qu'il continue à marcher. Mais en fait, là où vous aviez un changement d'écran en 1/10 de seconde, vous l'avez en 2 secondes. Et vous considérez que ce n'est plus acceptable et donc vous le vendez. Donc là aussi, il y a un procès en cours, donc on verra ce qu'en dit la justice. Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt conjoint des fabricants de logiciels et des fabricants d'équipements à ce que le logiciel grossisse toujours plus vite, de façon à permettre de vendre toujours plus d'équipements. On va passer à un rendez-vous régulier, le rendez-vous de Charlie qui nous fait sa chronique musicale, et juste après, les coups de cœur. Et puis ce sera le moment, malheureusement, ça passe à une vitesse, ce sera le moment de rendre l'antenne. Comment choisir dans ma discothèque 3 morceaux pour illustrer la sobriété numérique, le low-tech? Eh bien, ça a été très vite. 3 morceaux me sont apparus. D'abord, Cosmo Sheldrake. Ce monsieur est un peu un ovni, un peu à contre-courant des musiques actuelles. C'est un voyageur qui se balade avec son enregistreur. C'est un multi-instrumentiste. Il propose en fait des imaginaires assez extraordinaires. Et quand on écoute pour la première fois un de ces morceaux, on reconnaît toute la rythmique d'un Matthew Herbert, un autre génie de la musique électronique. On écoute un extrait de l'artiste Cosmo Sheldrake avec le morceau Wiggle, qui veut dire gigoter, tortiller. J'adore, c'est super. Pour le deuxième morceau, eh bien écoutez, je n'ai pas trouvé dans mon armoire à vinyle, pour la bonne raison que ce n'est pas sorti en disque. On est ici dans les arts vivants, dans la performance. C'est un musicien qui joue dans la rue et qui joue de la techno, mais alors sans numérique, sans électricité, avec des barres de métal, des sauts, tout ce qu'il trouve. Il s'appelle Dario Rossi. Donc voilà, 100% recyclage et 100% énergie humaine.
Et enfin, le meilleur groupe actuel de live qui enchaîne les concerts à travers le monde, c'est un big band qui a réarrangé des hits de musique électronique. Et là, une fois encore, ils ont laissé tomber les machines et ils les rejouent avec leurs propres instruments et avec une énergie incroyable. Ils mettent le feu dans chaque salle de concert dans laquelle ils passent. C'est le groupe allemand Meute avec le morceau qu'on va écouter, The Man with a Red Face, qui à l'origine était de Laurent Garnier. Meute. Meute pour une énergie donc débordante. À bientôt. Merci Charlie pour cette chronique musicale. Hugues Ferbeuf, juste avant de nous quitter, une autre tradition dans cette émission, les coups de cœur. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur là en ce moment, une lecture, une visite, une expo? Alors, j'en ai deux. Donc le numérique étant extrêmement systémique, j'essaye aussi de comprendre son impact sur d'autres dimensions. Et donc je lis un livre qui s'appelle La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Et qui montre, en s'appuyant sur un certain nombre d'études, que la surhabituation à l'utilisation des écrans a des impacts psychologiques et cognitifs qui ne sont pas du tout bons. Et puis j'ai une autre lecture en cours. Donc cette fois-ci, il s'agit de Il faut dire que les temps ont changé de Daniel Cohen et qui retrace un peu un certain nombre d'évolutions des 50 dernières années qui ont abouti à ce qu'on appelle la société digitale et qui pose un certain nombre de questions sur ce qui s'est passé de bien et ce qui s'est passé de moins bien et sur les points d'interrogation qui restent pour les années qui viennent. Je rebondis juste sur La civilisation du poisson rouge de Patino, Bruno Patino. Un livre qui fait écho, Le bug humain, Sébastien Boller, où là, il y a toute une interrogation, une analyse de ce qui fait que justement on est toujours attiré par ce qui est un peu nocif et pour nous et pour la planète. Une question de striatum et de cortex ventral, ventricule. Charlie, un coup de cœur? Oui, un coup de cœur. Alors là, c'est une bande dessinée. C'est pour prendre les vagues, prendre la mer. C'est une bande dessinée qui s'appelle Seul au monde. En fait, c'est la retranscription du livre de Serge Sébastien Destremo, qui est un navigateur qui a fini le Vendée Globe pour la dernière fois, il y a 2 ans maintenant. Et donc, il a rencontré Serge Finot, un auteur de bande dessinée. Donc, du coup, ils ont mis en images et donc sur du papier cette belle histoire en fait du rapport au monde, à la solitude et l'immensité des océans, l'aventure, tout ça. Seul au monde. Seul au monde. Seul au monde. Bon, et moi, mon coup de cœur, parce que tu me demandes aussi. Mon coup de cœur, Éloi ? Mon coup de cœur, c'est un coup de cœur un petit peu plus général. C'est un coup de cœur pour tous ceux qui partagent la connaissance, qui partagent la science, qui ont ce goût de la médiation culturelle, scientifique, mais vraiment scientifique, parce que c'est primordial de remettre du fait scientifique au cœur du débat, de rappeler. Il y a des constats, il y a des choses qui ne se discutent pas. Il y a la science. Je pense au Blob, l'extra-média, parce que ça s'appelle extra-média, mais c'est un média tout en vidéo de la Cité des Sciences qui est fabuleux. The Conversation, évidemment, pour partager les recherches, pour la vulgariser au sens noble du terme. Voilà, vraiment, il faut partager la science et la remettre dans le débat. On en a besoin. Merci beaucoup, Hugues Ferbeuf, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le rapport du Shift Project sur la sobriété numérique, il faut y aller. Merci beaucoup, Charlie. À tout de suite sur les réseaux.